Salut Claire. Salut. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien. On est ravis de tester ce nouveau décor, n'est-ce pas? Mais grave. Ça nous plaît, on kiffe, on est bien, on est à l'aise. Ma chère Claire, comment vas-tu? Qui es-tu? Raconte-nous un petit peu, si tu peux plutôt te présenter en une seule phrase, très rapidement. Ouais, du coup, donc, je m'appelle Claire, j'ai 32 ans, je vis à Paris et j'ai fondé Meuf, qui était une marque de vêtements et qui va devenir autre chose. Je ne sais pas si tu veux que j'en parle tout de suite ou si on le laisse pour plus tard. On laisse un petit... Allez, un petit suspense. Exactement, petite surprise pour tout à l'heure, mais évidemment qu'on va en parler. Ok, super chouette. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Claire, quel est ton parcours? Parce que comme je te le disais tout à l'heure en off, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est surtout la personne, avant le projet, même si on va vachement s'intéresser à ton projet, évidemment. Qui es-tu? D'où tu viens? C'est quoi? Ça a été quoi ton enfance? Quelles aspirations tu avais quand tu étais petite? Quel a été ton parcours? Est-ce que tu as fait des études? À quel moment tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat et pourquoi? Est-ce que du coup, on peut revenir un petit peu en arrière et puis que tu nous expliques un petit peu ce que tu as envie de nous raconter? Ouais, avec plaisir. Moi, écoute, je viens d'un milieu... j'ai un parcours très, très atypique pour le coup dans l'entrepreneuriat, pas du tout le parcours classique. On adore. École de commerce et tout ça, même si c'est vrai que ça se diversifie de plus en plus, donc c'est chouette. Moi, j'ai une enfance très, très compliquée. J'ai grandi dans une famille très pauvre et violente. Ça va pas toujours ressembler, heureusement, mais là, c'était le cas. Et donc... très très loin de m'imaginer entrepreneuse, chef d'entreprise. Je sais pas du tout des choses auxquelles je pensais quand j'étais petite. Et je ne pensais pas que c'était quelque chose qui était accessible du milieu duquel je venais. En tout cas, pour moi, c'était même pas une question, quoi. Donc voilà, j'ai été très attirée par le cinéma. Donc, je voulais absolument travailler dans le cinéma, écrire. J'écris toujours, mais voilà, je voulais écrire des films, les réaliser, etc. Et en fait, moi, je me suis retrouvée, après une énième dispute très violente, je me suis retrouvée à la rue à 19 ans. Ah, wow. Ok, d'accord. J'avais 42 € sur mon compte en banque. J'ai pris un billet pour Paris à 40 €. Et du coup, je suis arrivée en 2010 avec 2 €. Ok. Ouais, donc là, j'ai été serveuse, vendeuse. Je fais un peu tous les métiers qu'on peut faire sans diplôme. Bien sûr. Pour manger, tout simplement, et me loger. Et donc voilà, donc j'ai eu toute une période où j'étais vraiment dans la survie, on va dire. Et une fois que ça a un petit peu passé, là, j'ai pu essayer de faire autre chose. Et donc j'ai vraiment essayé de rentrer dans le milieu du cinéma. Donc je connaissais personne, j'ai fait pas mal de tournages de manière bénévole. Pour me faire un réseau. Petit à petit, j'ai un peu gravi les échelons et j'ai fini par être assistant réalisateur, assistante de production. Ah, quand même. Ouais, donc à gérer, tu vois, des équipes, parfois de 50 personnes. Et puis en plus, j'avais 22 ans, ils avaient tous 50 ans. Énorme. Ouais. Incroyable. Et puis donc voilà, donc c'était hyper enrichissant. Et avant que tu continues, j'ai quand même envie de revenir sur 2-3 trucs. Donc première chose, est-ce que tu as envie de nous en dire un petit peu plus sur ton enfance difficile? Tu m'en as parlé, non, tu m'en as pas parlé en off, mais tu m'as dit que tu avais peut-être envie de t'exprimer davantage à ce sujet. Est-ce que tu as envie de t'exprimer? Si c'est le cas, je te laisse vraiment l'espace si tu as envie de nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, ce que tu as vécu, pourquoi du comment tu as fait pour t'en sortir. Ça aussi, c'est hyper intéressant de savoir, tu es arrivé à Paris, tu as trouvé un taf, tu t'es bougé les fesses et en plus de ça, tu as réussi à atteindre ce que tu voulais, c'est-à-dire rentrer un peu dans le milieu du cinéma. Donc, tu vois, moi, j'aimerais comprendre, c'est quoi l'état d'esprit qu'on a derrière et qu'est-ce qui s'est passé, du coup, dans ton enfance, si tu as envie d'en parler, bien sûr. Ouais, alors j'ai pas hyper envie d'aller dans les détails. Pas de problème. Mais en tout cas, ce qui est important, je pense, de dire, et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'en parler, c'est justement je pense que on n'a pas assez d'exemples et de rôle modèles de gens qui ont vécu des choses très difficiles et qui arrivent quand même à faire des projets, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou autre chose. Dans le milieu artistique, on en a plus. Et c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, il y a un peu quelque chose... On n'en parle pas. On n'en parle pas trop parce que ça serait peut-être synonyme de quelqu'un qui va pas très bien ou qui va pas être très stable ou qui va pas être très fiable. Ouais, tout à fait. Et moi, j'avais vachement ce sentiment avant. Et comme je te disais en off, justement, j'en parlais pas trop. Parce que je me disais, OK, on va me juger là-dessus et on va se dire, OK, elle peut pas être chef d'entreprise, en fait, elle a vécu des choses trop difficiles. Et aujourd'hui, je change complètement d'avis et je me dis, mais non, en fait, il faut que j'en parle. Bien sûr. C'est aussi plein de choses qui montrent à quel point j'ai une certaine force et une certaine résilience. Et la résilience, c'est la qualité numéro 1 d'un entrepreneur, je pense. Et voilà, et je sais que ça parle à plein de gens, parce qu'en fait, des gens qui vivent des choses difficiles, qui vivent de la violence, quand on regarde les statistiques, il y en a énormément. Et c'est vrai que quand on vit des choses comme ça, on a l'impression qu'on est condamné en fait à
faire à être dans la souffrance, à pas pouvoir s'en sortir. Et donc, je trouve ça important d'en parler. Et voilà. Et après, non, pour te répondre sur qu'est-ce qui fait que j'ai réussi à sortir de ça, je pense qu'on a quand même tous en nous une espèce d'un instinct de survie, en fait, et d'envie de vivre qui est quand même là. Et moi, je pense qu'il était très, très fort chez moi depuis toute petite, quoi. Je sais pas, même quand je me rappelle que même quand j'étais petite et que c'était vraiment la merde chez moi et que je me disais, mais il n'y a pas d'issue, il y avait quand même une petite voix au fond de moi qui me disait, OK, un jour, ça ira, tu vas partir, tu vas être toute seule. Je voyais Paris comme l'endroit de ma liberté aussi. Je me disais, OK, je vais changer de ville, j'irai à Paris. Ça sera trop bien. Et du coup, c'est pour ça que je suis très attachée à Paris aujourd'hui, parce que pour moi, c'est vraiment la ville où la libération. Puis c'est un peu ma deuxième vie, tu vois, qui est une vie vraiment choisie, pour le coup, où personne ne m'a rien imposé. Et donc voilà, mais du coup, je pense que c'est une certaine résilience et l'envie de vivre, en fait, qui est quand même très puissante, je pense, chez tout le monde. Et c'est marrant parce que du coup, sans le savoir, tu avais déjà un peu fait de la visualisation. Je sais pas si ça te parle, tout cet aspect visualisation, etc. Je ne le connaissais pas à l'époque, mais... Voilà. Bon, là, c'est un peu le truc en vogue, un des trucs en vogue, on va dire. Mais du coup, c'est un petit peu ce que tu avais fait inconsciemment et puis ça s'est réalisé. Tu vois, comme quoi, c'est fou. Mais j'ai toujours fait ça, en fait. Je crois que depuis que je suis petite, c'est marrant, mais je me suis toujours imaginé réussir ce que je voulais, avoir de l'argent pour être à l'aise. Moi qui manquais quand même de beaucoup. J'ai toujours visualisé ça, mais sans effectivement connaître un peu les pouvoirs de la visualisation que j'ai appris bien plus tard. Et aujourd'hui, tu l'utilises dans ton quotidien encore ? Ouais, j'utilise aujourd'hui. Nous, par exemple, avec Meuf, on a été dans le clip d'Angèle, on avait fait les tenues. Mais j'ai vu ça, c'était une de mes questions. Ça, tu vois, c'est de la visualisation. Mais non. Clairement. Vraiment, quand son album est sorti, je me rappelle encore, à l'époque, on était 4 chez Meuf, donc 2 stagiaires et 2 associés, quoi. Donc, tu vois le truc, vraiment le début. Et ça faisait 1 an que j'avais lancé Meuf. Et j'entends l'album, j'entends la chanson, je dis « Oh, mais alors là, mais il faut qu'on soit sur ce clip !» Et je le crie et je le dis, mais très fort. Et tout le monde se moque de moi. En mode « Oui, allez, c'est bon. » continue de rêver. Et je pars en vacances et je rentre, j'ai un message sur Insta de l'équipe de prod du clip, quoi. Et t'es là, et je l'avais tellement c'est eux qui t'ont écrit ? C'est pas toi qui les as sollicités ? C'est eux qui nous ont écrit. C'est dingue. C'est ouf, hein. Et ça m'arrive souvent, de vraiment imaginer des choses, de les visualiser et que ça arrive. Alors, je sais pas si j'ai des pouvoirs de sorcière. Alors, parce que j'allais dire que toi, t'entreprennes l'action et que t'aies une réponse positive, tu vois, mais qu'on vienne, en plus de ça, te chercher, ça, c'est vraiment ouf. T'as des pouvoirs surhumains, je pense. C'est dingue. Et ils venaient te chercher pour quelle raison ? Et vraiment, alors à la base, c'était juste pour faire les tenues du clip. Après, c'est moi qui suis vraiment allée... chercher pour qu'on fasse plus, qu'on fasse une collab. On a mis en vente au profit d'associations. Et là, du coup, ça a vraiment fait aussi beaucoup plus un événement. Mais à la base, ils voulaient juste qu'on fasse les t-shirts, qu'on fournisse les t-shirts, en fait. Trop bien. Franchement, canon. Et j'ai vu qu'il y avait un truc avec Pierre Ninet aussi, ou j'ai rêvé ? Ouais, il est dans le clip. Ah, il est dans le clip. Ok. Du coup, il a porté les tenues Meuf. Ouais. C'est ouf. C'est complètement ouf. Et t'es restée en contact avec eux ? Pas énormément, un petit peu. Mais bon, Angèle... Elle est buzzy, hein. Ah bon? Et vous avez quand même eu un échange de proximité. Enfin, t'as quand même pu leur parler. On s'est rencontrés, on lui avait fait valider les designs, on lui avait proposé plein de choses. Donc on était allé au studio où elle avait enregistré son premier album, justement. C'était trop cool et elle était en train d'enregistrer des nouvelles chansons. J'étais comme une ouf. C'est génial, c'est canon, c'est trop canon. Ouais, du coup, on a grillé quelques étapes. Visualisation. Et pour te donner un bon exemple, voilà. C'est un super exemple, complètement. Donc t'arrives à Paris, t'as 40 € à peu près sur ton compte en banque. 2 € du coup même à ce moment-là. 2 € parce que du coup t'as pris tes billets et c'est ça, ok. Donc c'est un peu chaud et je fraude le métro parce que 2 €, faut faire des choix. Mais attends, parce que c'est quand même ouf. T'arrives, t'as 2 € sur ton compte, mais t'avais un endroit où dormir ? J'avais des copines, D'accord. J'avais des copines qui étaient sur Paris, qui venaient pas de Paris mais qui faisaient leurs études et qui avaient un canapé, quoi. D'accord. Donc tu dors sur le canapé. Donc, je dors sur des canapés à droite à gauche et c'est marrant parce que j'arrive avec donc 2 €, une valise et mon iMac. J'avais un iMac, tu sais, les gros iMac de l'époque. J'avais mis toutes mes économies dedans parce que c'était pour monter mon film à l'époque. Il n'y avait pas encore les smartphones, donc on faisait des films avec des grosses caméras, il fallait des machines spéciales, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Et comme je voulais finir mon film de l'époque, je m'étais acheté un iMac avec
avec l'argent que ma grand-mère m'avait filé. Donc bon, c'était pas du tout intelligent quand on connaît ma situation de se dire j'achète un iMac. Mais voilà, je suis arrivée Gare de Lyon avec mon énorme iMac et 2 €, quoi. Et cette image me fait rire. Moi, tu vois, je trouve que c'est admirable. Je me dis, t'as pris le risque d'investir le peu d'argent que t'avais dans quelque chose qui allait potentiellement t'aider à réaliser tes rêves, construire ton rêve professionnel. Je trouve ça ouf. Ouais. Je pense que je me rendais pas compte, mais ouais. Incroyable. État d'esprit de battante quand même, déjà, quoi. Ouais, après, je pense que pour moi, toutes les femmes, on est très, très guerrières, en fait. On n'a pas le choix. La vie nous oblige à être des guerrières, qu'on ait vécu des choses très difficiles ou pas. En fait, déjà, quand tu es une femme, tu vis forcément des choses difficiles. Tu vas forcément faire face à du harcèlement, à de la violence plus ou moins importante, évidemment. Hein. Mais voilà, quand on regarde les statistiques, c'est quand même assez énorme. Et je pense que ça fait qu'on est des guerrières malgré nous. Et moi, j'aimerais qu'on soit moins obligé de l'être, parce que je trouve qu'on aimerait bien aussi pouvoir se reposer un peu plus en tant que femme. Complètement. Mais voilà, ça a quand même ses avantages qu'effectivement, on a une force en tant que femme qui est incroyable. Rien que le fait qu'on ait nos règles tous les mois, qu'on souffle le martyr et qu'on aille bosser, alors que quand tu fais tester, il y a des machines pour faire tester la douleur et tu fais tester à des mecs force 3 et qui sont là en mode ils sont par terre. PLS, ouais. Et nous, on est là à faire notre taf quand c'est force 10, tu vois. Donc voilà, je pense on est des guerrières, en fait. Les meufs, on est des guerrières, quoi. Ouais, non mais clairement. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Forcément, on porte toutes les deux un projet qui est lié aux femmes, donc voilà, féministe dans l'âme. Donc tu es à Paris, tu vas bosser, tu trouves des petits jobs pour te faire de l'argent, tu rentres dans ta sphère, donc le monde du cinéma. Ouais. Comment tu fais pour rentrer dans cette sphère ? Est-ce que tu peux un peu nous donner les étapes ? Qu'est-ce que tu as mis en place pour justement passer des petits jobs à la sphère professionnelle que tu désirais ? Et comment tu fais pour avoir cette ascension que tu as connue ? Écoute, j'ai commencé en faisant de la figuration bénévole. Là-dessus, je me suis dit, il faut que j'aille voir les équipes de régie. Je connaissais un petit peu comment ça fonctionnait. La régie, c'est les gens qui s'occupent de toute la logistique d'un tournage, que ce soit à quelle heure les camions arrivent, à quelle heure les gens arrivent, la nourriture, etc. Donc c'est un peu, entre guillemets, il y a beaucoup de hiérarchie dans le ciné et c'est un peu le bas de l'échelle, même si j'aime pas du tout dire ça parce que c'est des gens qui font un métier vraiment indispensable. Mais bref, je savais que c'était comme ça que ça fonctionnait. Et donc, je suis allée les voir et je leur ai dit, voilà, est-ce que vous cherchez du monde ? Je peux même aider bénévolement. Et ils me disent, oui, on cherche quelqu'un pour la semaine prochaine pour faire du ventousage. Et moi, j'étais là, ok, je ne sais pas ce que c'est, mais très bien, je veux bien le faire. C'est très étrange. Et donc, j'ai appris, donc ça consiste à garder les places de parking pour les camions de tournage, en fait. Pour que quand ils arrivent, il n'y ait pas à galérer 4 heures dans Paris pour trouver une place. D'accord. Et donc, c'était de 5h du mat à 14h à Montreuil, en plein hiver. Je me rappelle, je me suis fait sauver la vie, encore une histoire de sororité d'ailleurs, par une femme qui m'a vue comme ça, qui habitait en face et qui m'a invitée à boire un café chez elle et j'ai pu surveiller depuis chez elle au chaud. Incroyable. Ouais. Et en fait, quand ils sont arrivés à 14h, ils étaient hyper étonnés que je sois encore là. Ils étaient persuadés que j'allais partir. Et du coup, c'était un peu un test, je pense, avec le recul. Et comme ils ont vu que j'étais restée, ils m'ont dit, écoute, nous, on a vraiment besoin de gens motivés. Est-ce que tu veux partir avec nous en tournage ? Je sais plus où c'était, à 2 heures de Paris, je crois, pour faire de la régie, pour faire du ventousage toujours. Mais cette fois pas bénévole. Donc j'étais là, cool. Trop bien. Bon, ça va un petit peu mieux. Et donc voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé. Et puis petit à petit, tu fais tes preuves. C'est quand même un milieu où tu peux vite évoluer si tu montres que t'es bon, là-dedans. Et après, petit à petit, j'ai réussi à gravir un peu les échelons, à faire l'assistant à réalisation. Donc ça, c'est la personne qui fait en sorte que le réalisateur ou la réalisatrice soit dans sa bulle créative. Et donc, qui va diriger les équipes, qui va faire en sorte qu'on respecte le planning, qui va vraiment être sur l'orga. Donc ça, c'est des choses qui me servent juste tous les jours. Mais bien sûr. Et assistante de production, tu apprends à gérer un budget, des équipes. Donc pareil, ça me sert énormément aussi. Donc voilà, et puis après, j'ai fait plein de films, de la publicité. Enfin, j'ai fait un peu tout ce qu'on pouvait faire dans le ciné. Et voilà, au début, beaucoup bénévolement. Et puis petit à petit, tu arrives à avoir des plans où tu es payé, quoi. Ouais, mais tu vois, tout le monde n'a pas cette qualité de se dire, OK, je veux atteindre ça, donc je vais aller déjà proposer mes services et je suis OK de faire quelque chose gratuitement, peut-être dans l'éventualité de. Ouais. Et ça, tu vois, je trouve que c'est une qualité dans la vie de tous les jours, mais aussi une qualité d'entrepreneur. Enfin, au début, comme tout le monde, comme tous les entrepreneurs, au début, bien sûr, on fait des trucs gratos, on se paie pas trop, c'est un peu, voilà, et on donne
énormément. Et même d'ailleurs sur le long terme, on donne énormément à notre communauté. Je pense que tu donnes énormément de valeur à travers tes contenus, etc. Et je pense que c'est vraiment une qualité à avoir de se dire, OK, déjà, je me bouge les fesses, je me bouge le cul, je vais essayer d'obtenir, de déclencher une opportunité pour saisir ma chance, quoi, ce que tu as fait. Et ensuite, c'est parfois, oui, effectivement, il faut passer par là, proposer ses services peut-être gratuitement pour avoir autre chose derrière. Ouais, et puis en plus, on apprend beaucoup, en fait. Parce que moi, je connaissais rien. Et du coup, c'est vrai que comme t'es pas payé, déjà, t'as moins de pression quand même de devoir faire parfaitement. Et du coup, tu peux observer. Moi, j'ai beaucoup observé comment ça fonctionnait en me disant, OK, donc lui, il fait ça, l'organisation marche comme ça. Moi, j'aimerais faire ceci, cela. Et ça te permet de comprendre, en fait, le système. Et ouais, c'est super important. C'est comme les stages, quoi. Mais complètement, complètement. Et puis de passer un petit peu, comme tu dis, par tous les départements, tous les jobs. Après, tu comprends bien l'univers. Je suis d'accord avec toi. Et combien de temps t'es resté, du coup, dans cet univers-là ? 5 ans. Ah, quand même. Ouais, 5 ans dans le ciné, ouais. Et après, il s'est passé quoi ? Écoute, j'en avais un peu marre, parce que j'en avais marre de bosser sur le projet des autres. C'était compliqué pour moi. Ça y est, ça a déjà commencé. Ouais, je pense que c'était bien, j'apprenais, etc. Au bout d'un moment, j'en avais marre de me lever à 5h du mat, sous-payée pour des projets qui n'étaient pas les miens et qui ne me plaisaient pas forcément énormément. Donc, il y avait ça qui commençait à être là. Et en parallèle, j'ai aidé la personne avec qui j'étais à l'époque, qui était à l'ESCP, qui faisait un concours d'entrepreneuriat, et qui m'a demandé un petit coup de main comme ça sur 2-3 trucs. Et en fait, c'est comme ça que c'est mon premier contact avec l'entrepreneuriat. Tu vois ? Encore un exemple où tu as donné de ton temps et de ta valeur. Et, voilà. Ouais. Et en fait, ça a été un énorme coup de cœur et un énorme chamboulement pour moi, parce que j'étais comme ça sur le ciné, en mode c'était sûr que j'allais faire ça toute ma vie. Et là, j'étais là, OK, merde. Qu'est-ce qui se passe ? J'adore. J'adore cette liberté. J'adore. C'est ça que je veux. Enfin... Et donc voilà, donc grosse remise en question quand tu as mis 5 ans en plus à construire un réseau, que tu arrives à un moment où je commence à être bien, financièrement, je commençais à être vraiment bien payée, enfin tu vois, à être bien quoi. Et ça fait 5 ans que tu galères, tu es là, bon, c'est un peu dommage, est-ce que je suis vraiment sûre de moi ? Et il se trouve qu'il y a une formation en fait à l'ESCP qui dure que 6 mois, qui est une formation entrepreneuriale. Et que j'ai été prise parce qu'ils prennent des profils extérieurs qui font pas le master. Trop bien. Sur dossier. Et surtout, ils aiment beaucoup les profils créatifs pour un peu justement varier aussi et compléter un peu les équipes qu'il peut y avoir. Et du coup, j'ai postulé, j'ai été prise. C'était à Madrid pendant 6 mois. Mais génial. Ouais, c'était trop bien. C'était en 2015. Et voilà, ça a été une énorme révélation, même s'il y a eu plein de choses difficiles que j'avais pas du tout anticipées et que voilà, c'était pas non plus 6 mois que de rêves. D'accord. Mais en tout cas, ça a vraiment valider mon envie d'être entrepreneuse, quoi. Et avant ça, tu nous as pas parlé de ton parcours scolaire, études, t'avais eu le temps de faire en fait, moi, du coup, donc, quand je me suis retrouvée à la rue, c'était 4 mois avant le bac. Donc j'ai essayé de passer mon bac, mais bon, quand t'es en mode qu'est-ce que je mange et où est-ce que je dors, parce que je suis pas partie à Paris le jour où je me suis, je te dis ça, c'est un peu raccourci, mais je suis restée quand même 4 mois, c'était à Lyon. Pour justement passer mon bac. D'accord. Mais du coup, voilà, j'ai essayé de trouver où dormir parce que j'ai beaucoup de fierté. Alors à l'époque, encore plus, je voulais surtout pas dire aux gens ce qui se passait. C'était genre, madame, tout va bien, sourire, j'en parle pas et je fonce, quoi. Même auprès de tes amis les plus proches. Ouais, mais je pense que c'est ce qui m'a permis de survivre aussi. C'est d'être en mode, OK, il y a pas, ça existe pas. Enfin, tu sais, genre, tu continues, t'avances, quoi. Et du coup, donc j'ai passé mon bac, je l'ai pas eu. Parce que la vie était beaucoup trop compliquée pour que j'y arrive. Mais par contre, du coup, je l'ai repassé en candidat libre 5 ans après, parce que j'avais envie de l'avoir, en fait. Challenge personnel. Ouais, c'était plus un truc vraiment pour moi de me dire je peux l'avoir, quoi. Et donc, je l'ai repassé en candidat libre 4 ou 5 ans après, je sais plus. Mais voilà, du coup, sans le bac, je l'ai eu. Trop bien. Mention bien et tout. Ah, putain, ouais, bravo. j'étais contente. Mais du coup, études, sans le bac, c'est toujours un petit peu compliqué. Après, j'ai fait 1 an au Conservatoire d'art dramatique du 9e en tant que comédienne, même si j'ai jamais voulu être comédienne, mais c'était vraiment pour vraiment m'intéresser à toutes les facettes, tous les métiers, en fait, du ciné. J'avais envie de comprendre un peu tout. Et du coup, j'ai fait que 1 an parce que ça m'a pas vraiment beaucoup plu. Mais voilà, donc j'ai juste fait ça en fait comme étude. Et 6 mois à l'ESCP. Trop bien. Donc j'ai vraiment fait des petits oui, trucs. Non, mais c'est ça. Mais alors, je suis vraiment pas du tout scolaire et pas du tout études. Et l'école, c'était très, très difficile pour moi.
Quand j'aimais, ça allait, mais les matières que j'aimais pas, c'était horrible. Et ouais, je suis pas du tout études, quoi. Ouais, en plus, il y a quand même une certaine pression, tu vois, avec le parcours scolaire, on attend de toi que tu sois vraiment bonne dans toutes les matières. Et si t'es pas bonne dans toutes les matières ou si t'es médiocre à l'école globalement, t'as une pression en mode pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Est-ce qu'il y a un problème? Et tu vois, on te fait un peu croire que c'est pas tout à fait normal, quoi, que tu devrais. Ouais. Bah après moi, vu comment c'était la galère chez moi, j'avoue que je m'en foutais un peu. Tu t'en foutais. Et je pensais pas à ça et j'étais un peu genre la cancre, comme tous les gens qui ont des difficultés. Et c'est aussi un autre problème dans l'éducation, c'est qu'on juge beaucoup les élèves qui vont perturber les cours, se poser des questions et d'aller leur faire voir des psychologues, des assistantes sociales. Et c'est souvent des enfants qui ont besoin d'être aidés. Mais du coup, moi, j'étais plutôt celle au fond de la classe qui faisait des bêtises, quoi. Après, quand j'avais envie, j'écoutais, et quand j'avais envie, j'avais des bonnes notes. Mais fallait que j'ai envie, quoi. Donc, c'était pas. Et je pense que oui, quand tu vis des choses difficiles, parfois, t'es pas dans les cours, en fait, parce que tu vis tellement d'autres choses que t'as juste besoin de te marrer, de te changer les idées, et donc ça t'intéresse pas de savoir qui était Platon, quoi, clairement. Non, mais c'est clair. Ouais. C'est clair. Aujourd'hui, t'as plus du tout de contact avec ta famille? Alors, avec certaines de mes frères et sœurs, on est 6, donc avec la moitié, j'ai des contacts. Ah, waouh, d'accord. Ouais. 6 frères et sœurs ou demi-frères et sœurs? Non, frères et sœurs. Ouais. Incroyable. Mais plus avec mes parents. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Juste avec 2 de mes sœurs. Enfin, non, avec la moitié de mes frères et sœurs, bref. Ouais, ok. Une partie de tes frères et sœurs. Ok. Comment tu vis ça aujourd'hui, le fait de pas avoir ton entourage? Maintenant, je suis vraiment habituée, franchement, par rapport à mes parents. Je pense qu'au début, c'était difficile les premières années. Après, tu te rends compte, au bout d'un moment, je me suis rendu compte quand il m'est arrivé des choses difficiles et que mon premier réflexe, c'était pas de me dire je vais appeler mes parents. Je me suis dit, ok, c'est bon, je les ai vraiment, ils sont plus dans ma vie, quoi. Je pense plus à eux quand il y a un problème, j'appelle d'autres gens. Tu te construis une autre famille, en fait. Tu te construis avec tes amis, avec les gens que tu rencontres. Tu sollicites d'autres gens pour ce type de choses, quoi. Moi, je sais que j'arrive à m'entourer, tu vois, même. Là, l'ancienne boîte sur laquelle j'étais, j'avais un associé qui avait clairement l'âge d'être mon père et qui a pu jouer par moments un peu ce rôle aussi, même si ça restait sain. Hein, je sais pas comment. Bien sûr. Mais voilà, c'est vrai que oui, c'est des gens que je vais rencontrer et qui vont un peu combler à un moment, un endroit, quelque chose, et ça me fait évoluer là-dessus. Après, je pense que quand tu grandis sans parents ou avec des parents qui sont pas des parents, tu deviens ton propre parent au bout d'un moment, quoi. Tu prends l'habitude d'être ton propre parent, d'apprendre à prendre soin de toi et à te dire qu'est-ce que je dirais à mon enfant. Enfin, il y a vraiment un truc où tu dois prendre soin de toi comme si t'étais ton enfant. Et tu parles d'enfants, justement. Est-ce qu'avec l'enfance que t'as vécue, t'aimerais, toi, avoir des enfants? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Pour l'instant, je suis pas du tout là-dedans. Je suis à fond sur ma boîte et tout ça. Des fois, je me dis, ça a l'air chouette. Et parfois, je me dis, je crois que j'ai envie d'avoir tellement de temps pour accomplir des choses. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire un enfant aussi. Mais en tout cas, par rapport à mon enfance, c'est plutôt quelque chose qui va me donner envie, justement. Ah, alors, super. À un moment, j'ai pu avoir peur en me disant, je vais reproduire des trucs, etc. Mais bon, moi, j'ai fait 15 ans de thérapie, donc... Maintenant, ça va, tu vois. Et puis, c'est surtout que je pense que du coup, j'ai beaucoup d'amour à donner, que j'ai pas forcément reçu et que du coup, tu as envie de donner. Tu as envie de pouvoir refaire un peu l'histoire à travers ton enfant, toujours dans quelque chose de sain. Mais voilà. Mais en tout cas, non, ça m'a pas dégoûté. Ça t'a pas dégoûté. Non. Ouais. Tant mieux, c'est bien. Et c'est très bien que tu dises que tu as fait 15 ans de thérapie. Ouais. Je suis toujours en thérapie. Ouais, moi aussi, je te rassure. Pas pour les mêmes raisons, mais... Ouais, je pense que tout le monde devrait, hein, franchement. Vraiment. C'est trop bien. C'est incroyable. Ouais. C'est juste... Ça te fait tellement évoluer, que tu ailles bien ou mal, en fait. Enfin, même quand on va bien, on va tous mal. On va tous mal, mais plus ou moins, tu vois. Mais t'as pas besoin d'avoir vécu des trucs ultra durs pour aller voir un thérapeute. Complètement. Et puis, les souffrances ont des degrés différents. Il n'y a pas d'échelle. Enfin, tu vois, voilà, il n'y a pas d'échelle. Et je pense qu'on a tout le temps besoin d'un conseil extérieur, d'un avis d'une tierce personne. Mais clairement. Puis en fait, c'est aussi un moment pour toi, dans ta semaine, dans ton mois, en fonction, mais où finalement, tu as 1 heure où tu es là et c'est pour toi. Et finalement, on n'a pas tellement ces temps-là dans nos vies, quoi, qui vont à 100 à l'heure, surtout quand tu es entrepreneur, où tu as la tête tout le temps partout. Et des fois, moi, je sais que c'est juste, cool, en fait, j'ai 1 heure où je pense à moi et où je me dis comment je vais en ce moment, où je fais un petit point là-dessus. Et ça fait trop du bien, quoi. Ouais. Complètement. Tu déposes un peu ton sac de cailloux, ton sac de pierres
tu le déposes et tu t'en vas, quoi. Ouais. Et on prend pas forcément le temps de le faire, tu vois, sans payer quelqu'un pour. Ouais. Non, mais complètement. Et surtout, ce qui est intéressant, tu vois, moi, je me suis vachement rendu compte aussi que souvent, on s'auto-persuade qu'on arrive à auto-régler nos problèmes. Oui, voilà, j'ai travaillé sur moi toute seule, j'ai compris que... Non, en fait, t'as rien compris. Enfin, tu vois, souvent, j'ai réalisé qu'on se trompait de problèmes, de solutions, et du coup, on traitait mal nos mots. Et en fait, d'aller voir un thérapeute, ça te fait comprendre que, en fait, t'as encore ces traumas-là, ces problématiques-là, et parce que tu les as pas vues sous le bon angle, et il y a plein de choses à prendre en compte. C'est pas si simple que ça, quoi. Non, clairement. C'est un job, quoi. Vraiment, d'être psy, c'est un job, quoi. Ouais. Mais bon, c'est un autre sujet, hein, on s'étale. Donc, en tout cas, on revient sur la phase où tu te dis, OK, l'entrepreneuriat, ça a l'air génial. Moi aussi, j'ai envie de créer. Moi aussi, j'ai envie de faire mon truc. Je veux plus bosser pour quelqu'un. À quel moment tu as l'idée? Est-ce que tu as eu d'autres idées avant? Est-ce que tu as lancé d'autres projets avant? Ouais. J'ai lancé un autre projet avant qui était une box avec des solutions naturelles contre les règles douloureuses. Ah, donc c'était déjà un peu dans ce délire. Ouais, c'était déjà pour les femmes. Je pense que ça, c'est un truc qui est là depuis que je suis petite. Les femmes... mon père, il voulait pas que je sois... Enfin, il voulait que je sois un garçon. Ah, super. Et il me l'a répété, peut-être pas tous les jours, mais très souvent. Donc, j'ai vraiment grandi avec l'idée qu'être une femme, c'était moins bien. Mon père m'a répété que voilà, il fallait que je sois il aurait voulu que je sois un garçon. Et du coup, je suis vraiment née avec cette idée qu'on était moins bien en tant que femme. Et ça m'a tout de suite paru pas juste, en fait. J'étais là, mais pourquoi? Enfin, pourquoi? Et je pense que c'est une question qui était là depuis toute petite et qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là dans mon parcours. Mais donc, bref, du coup, pour revenir à cette box, donc une box avec des solutions naturelles. Donc, c'était huile essentielle, tisane. En gros, moi, j'avais fait des recherches par rapport à mes propres douleurs. Parce que je suis allée voir un médecin et que, comme à plein de femmes, ils m'ont dit c'est normal d'avoir mal, bonne soirée. Et du coup, c'est vrai, ça. J'ai testé en fait des choses qui ont marché sur moi. Alors moi, c'était la sauge qui avait été révolutionnaire pour moi. Ah ouais, d'accord. En tisane? Ouais, une tisane de sauge. Mais attention, parce que la sauge, il y a pas mal d'hormones dedans, donc c'est pas non plus pour tout le monde, faut faire attention. Et c'est aussi pour ça que j'ai un peu abandonné ce projet, c'est que c'est un peu compliqué quand tout ce qui est médical, moi, ça me fait un peu peur, en fait, de me dire, OK, les gens, ils vont prendre des trucs, et puis si ça leur fait autre chose, enfin, tu vois, avec toutes les maladies qu'il y a, SOPK, endométriose, etc., en fait, tu peux pas faire n'importe quoi. Ouais, je suis d'accord. Et donc, bref, du coup, voilà, c'était ça le projet. C'est le projet que j'avais présenté, le SCP, en fait, à la fin de la formation. Tu as 1 mois et demi où tu dois monter un projet et tu le présentes devant 40 investisseurs. Comment ça s'appelait? Ça s'appelait Mounette. Ah, pas mal. Ouais. Et voilà, ça n'a jamais vu le jour, même si j'ai bossé dessus pendant 7 mois. Quand même. Parce que c'était très compliqué avec la personne avec qui je m'étais associée. On n'arrivait pas à bosser ensemble. Une associée. Ouais, okay. Un associé. Un associé. Le fameux monsieur dont tu parlais, qui avait l'âge, qui aurait pu être ton père, enfin l'âge de ton père. Non, pas du tout. Ah non, ça c'est une autre boîte. Je me suis perdue là. J'ai monté 1, 2, 3 projets, 4. Ah d'accord. Ah d'accord, t'es comme ça toi. Donc ouais. Ça va, j'ai 32 ans, je suis pas non plus un bébé. Mais oui, du coup, non, c'était avec mon associé de l'époque et c'était assez compliqué. On a eu beaucoup de mal à travailler ensemble. Et en même temps, c'est une expérience qui me sert énormément aujourd'hui parce que c'est un vrai sujet, je pense, avec qui je t'associe. Et on était, je pense qu'on avait trop le même profil. On était tous les deux très créatifs. Et il manquait quelqu'un de peut-être un peu plus rigoureux. Et voilà, je pense qu'on avait trop le même profil et je pense parfois c'est pas une bonne idée. Oui, effectivement. Oui. Et donc ça, c'était compliqué. Et surtout, moi, j'ai eu un souci perso, c'est que je suis tombée enceinte sous stérilée, donc pas du tout au programme. Du coup, j'ai avorté et je pensais que ça allait être quelque chose qui allait bien se passer pour moi. Et en fait, c'était très, très difficile. J'ai jamais regretté ce qui s'est passé ni ma décision, mais ça a été très, très dur. Je l'ai très mal vécu. J'ai vraiment fait une dépression après. Là, d'accord. Et du coup, voilà, en même temps. Après, il y a des femmes qui le vivent très bien et voilà, tant mieux. Hein, mais je pense qu'il y a quand même aussi un truc hormonal où tu as quand même une chute d'hormones. Bien sûr. Comme après un accouchement, même si t'es pas enceinte de 9 mois. Donc, je pense que il y a beaucoup moins d'hormones, mais il y a quand même une chute d'hormones après un avortement. Et donc, tu peux avoir une espèce de mini-dépression postpartum, en fait. À l'époque, je savais pas du tout, j'étais pas assez renseignée, donc j'ai pas du tout vu de médecin pour parler de tout ça et je me suis un peu débrouillée avec ça. Mais voilà, en tout cas, ça a signé un peu l'arrêt du projet parce que j'étais plus du tout en état. Et c'est en même temps ça qui m'a donné l'idée de Meuf.
sans vraiment le verbaliser. Maintenant, je le verbalise avec le recul, mais c'était ce besoin de m'entourer et de me rapprocher des autres femmes avec ce que j'avais vécu. Je cherchais sur Internet, je voyais rien pour en parler. À part des groupes, des forums où tu peux te faire insulter une fois sur deux, ou alors en plus sur l'avortement, c'est très compliqué parce que tu as beaucoup de sites qui font comme s'ils étaient là pour t'aider, mais en fait c'est des pro-vie qui veulent te dissuader d'avorter, ou si tu as avorté, qui veulent te faire culpabiliser. Enfin, c'est assez horrible. Ouais, faut faire super gaffe, faut vraiment aller sur les sites officiels du gouvernement. D'accord. Parce qu'il y a énormément c'est très problématique. Et donc finalement tu te retrouves hyper seule à vivre ce truc-là, quoi, qui est... Comme c'est légal ici en France, bah, tu te dis, bon, bah, je suis censée être juste contente d'avoir le droit de faire ça. Et clairement, on a de la chance. Hein. Complètement. Et c'est remis en question de manière régulière. Donc, par des hommes. Ouais. Oh, il y a des femmes aussi. Mais bon, clairement, plus par des hommes. Mais voilà, et du coup, je me suis sentie hyper seule, en fait. Et j'ai eu ce besoin de me rapprocher des autres femmes. Et voilà, je savais pas exactement comment le faire. Donc, ça s'est manifesté par une marque de vêtements qui était une marque hyper engagée avec des messages assez féministes. Mais l'idée, c'était vraiment déjà, je pense, de créer une communauté de femmes qui se soutiennent, qui s'entraident et qui sont là les unes pour les autres. Et une communauté pour aborder tous ces sujets qui sont tabous. Puisque bon, je parle de l'avortement, mais sur Meuf, du coup, on a abordé évidemment ce sujet-là, mais les règles... le postpartum, enfin tous les sujets tabous. En fait, tu te rends compte que quand tu regardes les étapes de la vie d'une femme, quasiment tout est tabou, en fait. Bien sûr. On peut parler de rien. Donc, de moins en moins, mais à de l'époque... moins en moins. Mais, en quelle année, d'ailleurs, tu lances Meuf 2017. Ah ouais, tu vois, t'étais hyper précurseur, pardon. C'était 2 mois avant MeToo, je me rappelle. Ah ouais. Donc, voilà, c'était... Ouais, mais tu vois, du coup, c'est vrai qu'à l'époque, sur les réseaux, on parlait beaucoup moins de ça. Et c'est génial, maintenant... tous les comptes qui détabouisent clairement tous les sujets, c'est vraiment génial. Mais voilà, et du coup, c'est vraiment... Meuf est partie vraiment de mon expérience, je pense, où j'avais ce besoin de me rapprocher des autres femmes et de me dire faut qu'on se parle, en fait. C'est trop bien. Faut qu'on se parle entre nous. Voilà. Et comment tu gères le lancement de ta boîte ? C'était quoi les étapes du lancement de ta boîte ? Et comment tu communiquais à l'époque ? Parce qu'en 2017... Tu utilisais les réseaux sociaux déjà vachement ou... Ouais, alors moi, j'avais pas Insta à titre perso à l'époque. Et je connaissais pas trop. Et du coup, j'ai lancé le Insta de Meuf et j'ai découvert Instagram avec Meuf. Ouais. Et j'ai vraiment... Moi, c'est Insta qui a fait qu'on a cartonné. Hein. En plus, c'est trop bien. En 2017, je pense que tu avais vachement plus de marge de progression qu'aujourd'hui. Ouais, puis il y avait beaucoup plus de place, ouais. Mais ouais, écoute, moi, je me suis lancée un peu à l'arrache. J'y connaissais rien. On adore ce genre de Je me suis dit, on va poster, on verra bien ce qui se passe. Donc, j'ai fait plein d'erreurs. Et en même temps, petit à petit, ça a fonctionné. Je me rappelle qu'au début, je m'abonnais aux gens qui suivaient les hashtags féministes, en me disant... Tu devais prendre un temps de dingue à faire ça. Ouais, ça me prenait beaucoup de temps. Mais j'étais toute seule au début, donc voilà. Et après, j'ai très vite contacté en fait d'autres femmes. La première, c'est Marion Séclin qui m'a... Énorme. Ouais, et j'avais peut-être 1000 abonnés, tu vois. Et elle m'a aidée de ouf, quoi. J'ai envoyé un mail hyper sincère. Ouais, moi aussi. J'ai envoyé un mail hyper sincère sur pourquoi j'avais vraiment envie qu'elle fasse partie de l'aventure Meuf. Et elle m'a répondu, on s'est rencontrés. Trop bien. Et elle a fait de la pub pour Meuf. Et grâce à elle, après, on a eu Colline. Et on en a eu plein. Mais parce canon. que... Et pourquoi pas Colline ? Ouais. Oh là là, mais canon. Ouais, c'était la deuxième à nous aider. Je me rappelle, quand elle a posté, j'ai fait 80 ventes dans la journée. Pour moi, à l'époque, c'était un truc de fou. C'était énorme. Ouais. Surtout que j'emballais et j'envoyais moi-même. Donc, depuis mon salon. Donc, j'étais là, waouh, comment je vais faire ? Donc, ouais, c'était vraiment des meufs qui m'ont beaucoup, beaucoup aidée et sans qui Meuf serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, quoi. Donc, ça, c'était génial. Et puis après, petit à petit, les choses se sont faites. Et après, il y a eu une fringue qui a vraiment été un énorme carton. Autant en termes d'achat qu'en termes de partage sur les réseaux sociaux, qui nous a vraiment fait être beaucoup plus visibles, qui est un des plus gros succès. Je sais pas si tu vois, c'est un t-shirt où il y a trop en haut, forte en bas, et entre les deux, il y a tout ce qu'on peut nous dire, t'es trop grosse, trop maigre, trop timide. Oh merde, j'ai loupé ça, quoi. Ouais, comment c'est possible ? Je te l'enverrai. Mais voilà, donc ça a été un t-shirt en fait qui a été énormément partagé. Je me rappelle, c'était le jour de mon anniversaire qu'on a sorti ce t-shirt et je me faisais opérer le jour de mon anniversaire de la mâchoire. J'avais un problème.
Et on a fait 200 ventes en genre 5 heures, tu vois. Canon. Et j'étais là, comment je vais faire ? Je sors de l'hôpital et je vais devoir gérer toutes ces commandes. Et j'ai eu une interview juste après pour Grazia. J'étais comme ça. Mais bon, génial. Ça se voit pas au téléphone. Et t'étais encore toute seule à ce moment-là ? Ouais, à ce moment-là, j'étais toute seule. Mais du coup, ta boîte, elle a fonctionné en combien de temps ? Parce que du coup, Marion et Colline, tu les as eues très rapidement quand même ? C'était genre, ça faisait 1 mois, quoi. Non, mais c'est pas possible. Non, mais Claire, il y a un truc autour de toi. C'est juste pas possible. Non, mais je pense, tu sais, moi, en fait, c'est des mails que je leur ai écrits qui sont, tu vois, c'est pas genre copier-coller à 20 000 influenceuses, tu vois. C'est des mails qui te prennent 2 heures, en fait, à écrire. Ah, waouh, ok. Même plus, parce qu'en fait, c'est aussi regarder ce qu'elles font, s'intéresser sur plusieurs jours, rebondir sur telle ou telle story en disant « Ah, j'ai vu que t'as fait ça ». Et en fait, c'est ça qui est important, je pense, quand tu contactes des gens que t'admires. Ouais, c'est vrai. Bah déjà, il faut contacter des gens qu'on admire et pas contacter des gens parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés. Complètement. Et se dire « Ok, il va y avoir un… » Enfin, en général, quand toi, tu aimes quelqu'un, ça devrait être réciproque, tu vois, ça veut dire que vous avez des affinités. Et donc, appuyer sur ces affinités et envoyer un mail sincère, en fait. Alors, ça marche pas toujours, mais… C'est un super conseil. Ouais. Non, mais vraiment, c'est génial. Tellement… Enfin, moi, je côtoie beaucoup d'entrepreneuses, de baby entrepreneuses, comme j'appelle ça. Et en fait… T'en as tellement qui se bloquent de contacter des personnes parce qu'elles se disent de toute façon elle me répondra jamais. Mais du coup, c'est vrai que tu as tout à fait raison. Ces personnes-là, elles sont énormément sollicitées. Ouais. Donc en fait, il faut prendre le temps, comme tu dis, peut-être 2 heures, 3 heures, de leur faire le message qui va tout changer. Il faut sortir du lot, quoi. Faut qu'elles se disent à part un message copier-coller. Mais complètement. T'as d'autres conseils comme ça que t'as utilisés, mis en action lors de tes premiers mois d'entrepreneuriat ? Être dans l'action. Je pense qu'il faut être tout le temps dans l'action et il faut pas avoir peur de faire des erreurs. En fait, on a l'impression parfois que tout le monde nous regarde et que les gens vont se dire « Ah, elle a fait ça », alors qu'en fait, tout le monde s'en fout. Tu fais une connerie, c'est oublié 1 heure après. Je veux dire, même quand t'es beaucoup suivi, tu vois, moi, c'est toujours mon état d'esprit, c'est d'être dans l'action et de faire… Et je sais que je fais plein d'erreurs, tout le temps. Mais je m'en fous parce que j'avance et que je comprends mes erreurs, je comprends de mes erreurs. Et j'avance, en fait, surtout. Je pense que le plus important, c'est de ne pas stagner, d'avancer. Il y a rien de pire que d'être dans l'intellectualisation, de concept. Qu'est-ce que je vais faire ? Quelle couleur ? Mon logo ? Vas-y, fais un logo, vas-y, crée-le. Ouais, c'est ça. Fais-le. Attends pas que ce soit parfait, tu le feras jamais. Mais surtout, le fais pas dans ta tête, quoi. Vas-y, quoi. Ouais, t'as raison. Tout à fait raison. Et tout le monde peut essayer de faire un logo, même si après, tu vas le faire professionnellement par quelqu'un. Mais vas-y, prends ton crayon, dessine ton truc, quoi. Arrête d'être là, vas-y, je vais réfléchir sur le concept pendant 5 heures et les mots et les machins. Enfin… Ça, et après, ça, je pense, c'est aussi le côté où moi, du coup, comme j'ai pas du tout fait d'études, j'ai un côté pas du tout scolaire et où, du coup, je ne réfléchis pas trop et je suis vraiment toujours en train de faire, quoi. Et je pense que ça, c'est vraiment un truc qu'on nous dit pas assez. C'est un super conseil aussi et c'est vrai que je pense que c'est une des plus grandes qualités des entrepreneurs qui réussissent, c'est de ne pas attendre que tout soit parfait, parce que si tu attends que tout soit parfait, déjà ça l'est jamais, et puis tu te lances jamais parce que tu as toujours peur que, et comme tu le disais, tu as lancé ton compte Insta, tu connaissais pas Insta, tu as un peu tâtonné, tu as envoyé des trucs sur Insta et au fil du temps, tu as trouvé ta vibe, tu as trouvé ton truc, tu as créé du contenu avec plus de valeur. Et puis tu vois, en fait je pense que quand tu es entrepreneur, tu as toujours envie que tout soit parfait, mais tu ne peux pas. Et il faut vraiment accepter ça et faire le deuil de ça, en fait. Il faut aller vite, en plus. Et voilà, c'est ça. Et tu vois, moi, les fringues, je voulais que ça soit made in Europe, made in France, je voulais pouvoir contrôler et tout. Bah, j'ai pu le faire, mais au bout d'1 an. Et au début, j'ai dû commencer avec autre chose. Et il faut accepter, en fait, de se dire, OK, mais en fait, tu dois tester ton concept. Pour faire du made in France, t'as pas les moyens. C'est comme ça. Il y en a qui les auraient peut-être eu, mais moi, je les avais pas. Teste ailleurs, on s'en fout. C'est pas, tu vends pas du made in France. Ton concept, c'est pas de vendre du made in France. C'est une valeur ajoutée, c'est un truc en plus. Et c'est mieux. Mais c'est pas ce que tu vends. Tu vends des messages qui sont censés faire du bien aux femmes. Donc, c'est ça ton produit, en fait. Et donc, tant mieux si après, tu l'améliores. Mais ouais, de se dire, OK, je commence quelque part, quoi. Et puis, au début, t'es obligé de faire des compromis. Enfin, t'es pas blindé. En général, tu galères un peu. T'arrives pas à peine à te rémunérer. D'ailleurs, comment t'as fait, toi, au début ? Tu te rémunérais ? Non. Et t'avais quoi ? T'avais le chômage ? T'avais quelque chose ? Non, j'avais un peu de sous de côté, des tafs que j'avais fait de vendeuse. Il se trouve que je suis une très très bonne vendeuse, je l'ai découvert. Mais j'ai bossé du coup en bijouterie. J'ai fait de la vente en bijouterie et on peut faire quand même pas mal d'extra. Enfin, t'as pas mal de pourcentage sur tes ventes. Ah, super. Et du coup, franchement, je me faisais des bons mois, hein, mieux qu'en entrepreneuse. Ah, vraiment, dingue, quoi. OK. Donc, j'avais mis beaucoup de sous de côté. Je devais avoir, je sais plus combien j'avais de côté, mais j'avais des sous de côté pour manger, quoi. Et j'ai mis 1 000 € au début de MAF. 1 000 € de ma poche, j'ai jamais réinvesti. Trop bien. Tout en autofinancement. Et c'était une collection financer l'autre, quoi.
Parfait. Et quelles ont été les étapes du coup de développement de cette marque ? Et ben du coup, donc comme je te disais, j'ai commencé sur des fringues qui n'étaient pas made in France, qui étaient made in Bangladesh, avec genre Fairwear Foundation. Enfin voilà, c'était vraiment genre le mieux que tu pouvais trouver. Mais ça, c'était vraiment dur pour moi. Tu vois, et quand on te dit qu'il faut faire des compromis, parfois c'est douloureux, quoi. Bien sûr. Et voilà, après ça a très vite pris. Ce succès avec ce t-shirt qui a fait qu'on a été vraiment beaucoup plus vus et que du coup on a commencé à faire vraiment des ventes quotidiennes où tu peux commencer à imaginer un avenir, quoi. Et voilà, les premiers salariés, stagiaires, etc. Et moi, j'ai pu me payer au bout d'1 an quand même, donc ça va, c'était pas non plus hyper long. J'aurais pu un peu avant d'ailleurs, mais voilà, je préférais attendre le maximum jusqu'à ce que j'ai plus de finances perso pour Bien sûr. Réinvestir le plus possible dans ma boîte. Et tu bossais en bijouterie aussi en parallèle ? Non. Tu faisais rien d'autre en parallèle ? Ouais, non. T'avais tes économies pendant 1 an ? Ouais, après, je mangeais des pâtes. C'était pas la fiesta. Je suis pas partie en vacances. Je me faisais aucun plaisir. C'était 1 an de sacrifice, vraiment. C'est-à-dire, vraiment, je mangeais. Quand je dis que je mangeais des pâtes, c'est pas une blague, quoi. Ouais, tu mangeais vraiment des pâtes. Je mangeais quasi pas autre chose, quoi. Donc, oui, quand tu manges des pâtes et que tu payes juste ton loyer, en vrai, tu dépenses pas énormément d'argent. Donc voilà, mais j'étais bien, hein, j'étais à fond dans mon taf, ça m'allait, ça me nourrissait. Bien sûr. Mais du coup, j'avais assez de côté pour tenir. Et voilà, et après, donc, j'ai pu me payer. Après, très vite, il y a eu Angèle, en fait, puisqu'Angèle, c'était en 2019. Mais tu vois, moi, c'était fin 2017 que je l'ai lancé, donc ça faisait 1 an. C'est incroyable. Donc Angèle, et puis après, les choses se sont enchaînées. On a eu énormément de collabs, forcément, avec la visibilité que ça nous a amené. C'est énorme. Et la crédibilité aussi, c'était surtout ça. Complètement. Là, ça a propulsé ta boîte, non ? Complètement. En termes de chiffre d'affaires aussi, tout ? Visibilité, chiffre d'affaires à suivi ? En termes de tout, en termes de CA. Les gens sont venus d'abord pour acheter cette collection, mais ils sont revenus, quoi. Ils ont vu la qualité, ils sont revenus racheter, etc. Donc ça nous a vraiment fait une clientèle. Et c'est surtout en termes de crédibilité, parce qu'en plus, quand tu es dans les fringues, il y a un truc où en général, une marque, elle met au moins 5 ans à s'installer. Et là, en fait, quand tu as une star comme Angèle qui te porte, ça dit à tout le monde, OK, cette marque, elle est validée. Mais c'est clair, donc, c'est une évidence. Ça, c'était vraiment génial. Et puis, c'est un peu ce truc de... toi aussi, tu veux porter ce qu'Angèle a porté. C'est ça. Si Angèle le porte, c'est que c'est méga stylé. Donc, ça vient méga stylé, quoi. Ah, mais clairement. Clairement. On avait le tampon. Ah, mais c'est incroyable. T'as eu d'autres stars, d'autres personnalités publiques un peu après ? Nous, on a bossé avec beaucoup de personnalités publiques. Après, pas aussi connues qu'Angèle, mais on est soutenu par énormément de femmes. Marion Séclin, comme je te disais, c'est pas la même notoriété, mais quand même, c'est une super chouette femme. Ouais, complètement. On a, Rokhaya Diallo, Andrea Bescon. Franchement, on a plein de femmes qui nous soutiennent qui la soutiennent la suite de meufs dont je vais te parler peut-être à un moment. Bien sûr. Et qui sont à fond sur ce nouveau projet aussi. Donc, non, c'est super chouette. Trop bien, canon. Et quelle est la suite de l'histoire ? Et du coup, donc, on développe une application, donc un réseau social 100% réservé aux femmes. Donc, ouais, mais alors attends. Ça, t'as commencé à développer ça en 2019 ? Non. Parce que là, on est en 2019. Ah, pardon. Moi, excuse-moi, j'ai cru que tu me disais maintenant. Là. J'ai sauté toutes les étapes. Ah, moi, je veux tout savoir. Ok. Alors, Angèle, après, je te dis, on a fait des collabs. On a fait une collab avec Tom's, qui est une marque de chaussures américaine. Ouais. Donc, on a été distribué aux US. Mais c'est incroyable. Ouais, c'était trop cool. On a fait quoi d'autre ? Après, on a sorti plein de collections, nous, évidemment. On a fait une collab avec Nous Toutes, qui est une asso qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qui organise tous les ans une marche contre les violences sexistes et sexuelles, qu'on a fait une collab avec tous les fonds qui leur étaient reversés. C'était super chouette, ça a cartonné aussi, ça a vraiment fait une belle visibilité pour elles, donc c'était génial. On a fait une collab avec Allez l'amour, je sais pas si tu vois. Non. Une petite marque d'Insta de Amélie Chaléa qui est très très chouette. Enfin voilà, on a fait plein de collabs en fait avec plein de gens très très chouettes, tout en lançant nos collections. Et tout en ayant un début d'idée de ce que je suis en train de faire maintenant, justement, qui a commencé à se développer à ce moment-là. La graine était plantée. La graine était plantée. En fait, après, on a quand même eu aussi le Covid à gérer.
qui a été assez compliqué pour nous, comme pour tous les entrepreneurs. Mais on a vraiment eu... En gros, nous, pendant le Covid, on a réussi à maintenir le chiffre d'affaires parce qu'on a tout de suite dit, OK, on arrête. Parce qu'on savait pas trop à l'époque ce qui se passait exactement, et on voulait pas mettre en danger les livreurs et tout. On disait vas-y, pour des fringues, on va pas faire travailler les facteurs et les factrices juste pour nous livrer des fringues. Donc on stoppe les livraisons. Mais par contre, on a dit à notre communauté, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez acheter, on vous livrera après. Et on a été ultra soutenus. On a fait un énorme chiffre d'affaires ce mois-là. Franchement, je m'y attendais pas du tout. On l'a vraiment pas fait pour ça, tu vois. On l'a fait vraiment de manière sincère. Et en fait, les gens ont vachement adhéré avec la démarche. Et du coup, voilà, donc on a fait des très beaux mois pendant le Covid. Incroyable. Et après le Covid, on a eu un petit moment où c'était un peu plus compliqué, où aussi ça a fait pas mal bouger les équipes. Je pense qu'il y a eu pas mal d'entrepreneurs qui ont eu ça, une espèce de vague de gens qui ont eu changé de vie. Complètement. Et parfois, ça peut vraiment bousculer, surtout les petites boîtes, quand tu as beaucoup de gens qui partent d'un coup. C'est un peu compliqué à gérer, c'est un peu violent aussi, clairement. Émotionnellement, humainement, t'es là, waouh, ok, vous partez, mais c'est mon bébé. Donc il y avait ça. Moi, j'ai sorti mon livre aussi à ce moment-là. J'ai écrit un livre qui s'appelle Meuf aux éditions Larousse, qui était une commande de Larousse, qui est sortie en 2019 à ce moment-là. Donc pareil, il y avait eu toute la promo du livre. C'était complètement aussi dingue en gérant 3 démissions, la boîte. Vous étiez combien dans la boîte à cette époque? On était 10. Donc 3 démissions sur 10, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup d'un coup. Carrément. Ouais, c'est pas rien à gérer. T'as repris toi-même les missions Ouais, t'as pas le choix. En plus, c'était plus en com, donc c'était plus mes missions de base. Donc j'ai repris, mais bon, clairement, quand tu dois gérer ta sortie de livre et que t'as des gens qui se barrent et que tu dois reprendre tout le taf, c'est dur, quoi. Donc voilà, et donc là, je commence à avoir cette idée de safe place pour les femmes, en fait, où je me dis, ok, en fait, nous, sur notre Insta, tous les jours, on avait et on a toujours des questions de femmes qui ont des questions sur des sujets, mais qui n'osent pas en parler. Ça va être j'ai des douleurs de règles, j'aimerais savoir si j'ai l'endométriose. Est-ce que vous pouvez demander aux autres membres de la Meufia, d'accord. Donc la Meufia qui est le nom de la communauté meuf, si elles peuvent m'aider. Donc tu vois, tu mets le message, tu fais une boîte à questions en story et tu partages les réponses des gens. Donc en fait, on bidouillait comme ça, mais c'est vraiment comme ça que j'ai eu l'idée. Je me suis dit, ok, mais il y a un problème en fait. Si tous les jours j'ai des femmes qui me disent, j'ose pas parler de ça, est-ce que tu peux le faire pour moi? C'est pas normal, c'est qu'il y a un souci quand même sur les réseaux sociaux. Donc l'idée, elle est partie de là. On a créé du coup à ce moment-là un groupe Facebook privé que entre meufs du coup, pour tester un peu le concept. Je voulais pas m'embêter à développer une app si l'idée était pas bonne en fait. Et je me disais, ça se trouve, c'est complètement utopique. En fait, on va tous, on va se fighter, tu vois. Je savais pas trop comment ça allait se passer. Personne va prendre la parole sur le groupe, voilà, tu vois, pas d'interaction. Tu vois. Et en fait, ça s'est hyper bien passé. Et du coup, on a bossé avec ces meufs-là qui étaient sur le groupe à une solution d'application. Ok, trop bien. Donc, tu as co-construit le truc avec ta communauté. Voilà, exactement. Et parfait. J'étais persuadée de pouvoir lancer ça tout en continuant les fringues, sauf qu'en fait, c'est beaucoup trop. Et qu'en plus, c'est un projet très ambitieux parce que moi, je le vois comme je veux que ce soit une appli tu vois, qu'on utilise à l'international, qu'on puisse parler avec des meufs de partout. Tu vois. Mais ça le sera vu que tout ce que tu visualises se réalise. Avec voilà, Claire, exactement. Donc, je le visualise bien. Voilà. Mais voilà, du coup, c'était impossible de gérer les deux. Et il se trouve qu'en plus, j'ai eu des soucis perso à ce moment-là. Donc, j'ai eu 2 personnes de mon entourage qui ont été hospitalisées dans des états ultra graves. Et là, tu remets beaucoup de choses en question, tu remets un peu en perspective. Déjà, forcément, t'es plus trop dans le taf parce qu'en fait, c'est super important le taf, mais quand t'as des proches que tu peux potentiellement perdre, tu t'en fous un peu de ton taf, clairement. Même si ça peut aider aussi à tenir. Mais voilà, tu revois un peu tes priorités. Et surtout, du coup, tu te dis, attends, mais on n'a qu'une vie. Ça te rappelle bien qu'on n'a qu'une vie aussi. Ah, clairement. Que tu peux tout perdre comme ça en un claquement de doigts. Attends, là, il faut vraiment que je fasse ce que j'ai envie de faire au plus profond de moi. Et ce qui m'anime au plus profond de moi, c'est la commune. Et c'est ça, en fait. C'est cette communauté de femmes, c'est réunir les femmes, c'est qu'on puisse s'élever entre nous, qu'on puisse s'entraider. C'est ça qui m'anime. Et c'est, au final,
le début de meuf, quand je te parlais du début, avec mon avortement et mon envie de me rapprocher d'autres femmes, finalement, c'était déjà ça, en fait, sans que je le verbalise comme ça à ce moment-là. Mais c'était déjà ce besoin de se réunir entre femmes et de se soutenir et de pouvoir parler de tout ce qu'on peut vivre, qui peut être difficile ou pas, hein, parce qu'on peut aussi parler de choses positives. Bien sûr. Mais voilà, donc l'idée est partie de là. Et vraiment, quand il y a eu ces hospitalisations, il y a vraiment eu un déclic dans ma tête où je me suis dit, OK, je dois choisir et j'y vais, quoi. Je laisse tomber les fringues, je mets de côté, en tout cas. Et je fonce sur ça parce qu'en fait, c'est ce que je veux faire et c'est ce qui m'anime. Et tant pis si ça marche pas. On verra, tu vois. Et après, quand je regarde ma vie, ma petite vie pour l'instant, je vois que j'ai quand même fait plusieurs fois ça, tu vois. Quand je vois dans le ciné, hop, je lâche tout pour l'entrepreneuriat, mais au final, ça a toujours plus ou moins marché. Donc, je me fais confiance. Et puis, ça avait du sens, surtout. Ouais, complètement. C'est ouf. Et donc là, ça fait combien de temps que tu développes l'app ? Alors là, ça fait depuis septembre, donc c'est hyper récent. Hein. Mais c'est hyper récent. Ouais, c'est hyper récent. D'accord. C'était cette année, enfin c'était 2023. Je dis cette année, on est en 2024, mais bon. Oui, c'est vrai que moi aussi je suis encore en 2023, mais non, c'était début 2023 du coup que j'ai eu les difficultés personnelles. Ouais. D'accord. Donc, ok. Donc le temps de s'en remettre et bien sûr et de passer à autre chose. C'est depuis septembre. Mais j'ai vu d'ailleurs sur ton compte Insta, donc le compte Meuf, qu'il y a pas mal de nanas qui écrivent ouais, vous nous manquez. Je me suis dit, putain, waouh, la communauté est hyper engagée. C'est quoi. ouf. Mais parce que justement, j'étais censée donner des nouvelles plus tôt. Et comme il y a eu ce problème, c'est vrai qu'il y a eu franchement, j'ai pas pris la parole pendant 4 mois sur les réseaux sociaux. Quand même. Ok. Mais parce que je n'étais pas dans des états où je pouvais. Bien sûr. Et ça, je pense, c'est aussi un truc hyper important. On n'en parle pas beaucoup. Quand tu es entrepreneur, c'est difficile. Hein, parce que quand tu vis des choses compliquées et que tu es censé poster tous les jours, alors toi, j'imagine même pas, parce que toi, en plus, tu dois beaucoup te montrer toi-même. Alors, si tu vis un truc, franchement, c'est difficile à gérer, quoi. C'est en mode... et puis, c'est vrai que d'un coup, tu as des gens qui sont là, ça va, et en fait, tu n'as pas forcément envie d'en parler. Enfin, c'est compliqué, je trouve, d'avoir des difficultés qui arrivent quand tu es entrepreneur exposé, quoi, encore plus. Complètement. Et c'est un sujet que j'ai abordé dans un podcast, là, que j'ai fait en fin d'année, parce que j'ai perdu un proche. Ah mince, je suis désolée. Mais t'inquiète. Enfin, merci, surtout. Et du coup, ça a été très compliqué. Et je pensais que j'allais le gérer, tu sais, un peu genre, t'inquiète, tu vois, je vais bosser, je vais chialer en bossant, enfin, je vais gérer mon truc. Et en fait, tu te dis, waouh. Tu vois, c'est plus compliqué que ça à gérer. Et donc, j'en ai parlé dans un podcast en expliquant comment on fait, quoi. Quand en plus de ça, on est entrepreneuse, comment est-ce qu'on gère ? Parce que c'est, comme tu dis, tu dois poster du contenu tout le temps. Nous, c'est tout le temps. Enfin, c'est vraiment tout le temps, tous les jours, des podcasts, les trucs, Instagram, machin, nanana. C'est H24. Et si tu n'existes plus, l'entreprise n'existe plus. Donc, tu ne te payes pas, en fait. Enfin, tu n'as plus de rentrée d'argent. Donc, c'est chaud. Comment t'as fait, toi, d'ailleurs, pour gérer les rentrées d'argent pendant 4 mois Alors, j'avais une deuxième boîte. J'ai vendu mes parts de mon autre boîte qui était... c'était pas une boîte que j'ai vendue des millions. Hein. C'était une boîte de fabrication textile. On avait un atelier de fabrication qui fabriquait pour Meuf, mais aussi pour d'autres marques. On a fabriqué pour le slip français, pour Rouge, pour Sandro. Enfin, franchement, ça existe toujours, hein, d'ailleurs. Tout ce que tu touches se transforme en or ou comment ça se passe? Non, je fais aussi de la merde. Ça me rassure. Mais voilà, du coup, j'ai vendu les parts de cette boîte. Je vis toujours dessus et je finance l'application pour l'instant moi-même. Je suis en levée de fonds là, donc bientôt génial. Ça sera terminé, j'espère. Mais pour l'instant, c'est moi qui avance. C'est un peu stressant, mais j'avance avec l'argent que j'ai récupéré de la vente de mes parts. Canon. Voilà. Et donc, tu autofinances tout par toi-même, donc c'est stressant. Sachant qu'une application, ça coûte un bras, clairement, à construire. Peut-être moins aujourd'hui. Tu peux te débrouiller. Okay. Alors moi, c'est un peu ma spécialité, c'est de me débrouiller avec peu d'argent. Je pense que ça vient de la vie que j'ai eue plus petite, où du coup, je suis très, très, très débrouillarde. Et je pense que tu me donnes 1 000 €, je peux faire beaucoup plus que quelqu'un qui a vécu avec beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais. Donc, tant mieux. Mais oui, après, clairement, ça coûte cher. Alors, j'ai pas compté combien j'ai dépensé, parce que ça me stresse un peu. Je suis trop comme ça. De voir, tu sais, combien... parce qu'en plus, je me dis... Alors, moi, évidemment, dans ma tête, tout va cartonner et je vais réussir ma levée de fonds et cette appli, ça va être un succès parce que sinon, tu marches pas. Mais il y a toujours une petite voix qui dit, si ça marche pas, parce que c'est quand même possible. Bien sûr. J'ai pas envie de savoir combien j'ai dépensé, combien j'ai perdu. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, je vois très bien. C'est pas intéressant, en fait, comme chiffre. Et là, au quotidien, de me dire, dis donc, ça fait tant, j'ai pas envie, en fait. Donc, je suis là, je regarde pas trop les comptes. Je comprends trop. Et je suis là, oui, tout va bien.
C'est marrant que tu dises ça parce que moi non plus, je déteste regarder mes dépenses. Ouais. J'occulte vachement et je calcule tout le temps. Alors ça sort, par contre, j'ai ça qui rentre. Ok, donc ça, c'est nul. Tu vois, je suis toujours en train de faire des trucs comme ça. Mais c'est ça. Mais c'est trop drôle. Enfin, c'est drôle. C'est absolument pas drôle. Il faut suivre ses finances. C'est quand même ultra important, clairement. Et puis, il faut éviter de dépenser son argent perso pour sa boîte. Hein. Franchement, quand on peut ne pas le faire, c'est bien. Et j'espère vite pouvoir me rembourser. C'est vrai, t'as totalement raison. Mais ouais, il faut éviter parce que c'est quand même stressant. Et surtout, moi, c'est quand même de l'argent que j'ai gagné en travaillant. Et c'est pas fait pour juste être dépensé pour manger et payer mon loyer. Bon, après, la partie que j'investis dans la boîte, c'est chouette. Mais bon, le moins longtemps possible, on va dire, quoi. Complètement. Donc là, tu lèves des fonds ? Ouais, je suis en pleine levée. Il me reste plus grand-chose. Là, il me manque 80 000. Donc peut-être que d'ici la diffusion, ça sera fait. Enfin, j'espère d'ailleurs. J'espère que ce sera fini. Combien tu lèves au total ? 300 000 au total. Trop bien. Ouais. Je suis très contente parce qu'il y a vraiment des super invests qui m'ont rejoint. Business Angel uniquement ? Business Angel uniquement. Voilà, je suis vraiment précise. Il n'y a pas de chiffres sur l'app. Enfin, tu vois, donc là, c'est vraiment des gens qui vont croire en l'idée et en moi. Surtout en moi, là, c'est vraiment sur moi que le pari se fait. Donc, je dois beaucoup me vendre. C'est vraiment tu m'étonnes. Une levée de fonds que je me vends moi. Tu gères ça toute seule ? Ouais. Ah, waouh. Et comment t'as trouvé ces gens, alors ? En cherchant. Vraiment. Alors, en plus, j'y connaissais rien du tout en levée de fonds parce que j'avais pas du tout eu besoin de lever des fonds pour ma marque. Et comme je te disais, moi, je viens pas du tout de ce milieu. J'ai pas fait les études où on t'apprend comment ça fonctionne et tout. Donc, j'étais là, on va voir comment ça fonctionne. Bien sûr. J'ai fait plein d'erreurs. Il y a plein de gens que j'ai dû avoir il y a 2 mois au téléphone. Et quand j'y repense, je me dis, oh la honte, ce que je leur ai dit. Mais en fait, moi, je suis vachement comme ça. Je vais prendre un premier call avec un investisseur. Je vais me taper la honte un peu. Je vais faire exprès de viser quelqu'un qui m'intéresse pas à 100%, tu vois. Genre en mode. Tu t'entraînes. Je sais que lui, il va pas forcément être intéressé par mon projet. Moi non plus, il m'intéresse pas trop. C'est bien pour m'entraîner. Et je vais faire toutes les erreurs et les noter dans ma tête en me disant, OK, bon, ça, il a pas aimé. Ça, il me pose des questions là-dessus. Puis petit à petit, tu affines ton discours. Tu comprends ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, qu'est-ce qu'il faut pas mettre en avant. Donc, j'ai appris un peu comme ça. Mais LinkedIn, énormément. J'ai beaucoup fait de LinkedIn pour trouver les business angels. Et tu tapes quoi ? Tu tapes Business Angel ? Tu vois comment ça marche concrètement le process ? En fait, déjà, quand tu peux chercher sur Google, genre top des Business Angels. Et en fait, c'est con, mais si tu les suis, après, quand eux, ils likent des posts d'autres Business Angels, en fait, tu les vois. Donc, LinkedIn, je trouve que c'est pas mal bien fait là-dessus. Il suffit que tu suives quelqu'un pour un peu avoir des gens qui ressemblent. Ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait. Après, tu as évidemment plein de listes qui sont balancées sur LinkedIn. Il y en a beaucoup. Ah, OK. Il y a pas mal de gens, soit qui bossent dans les levées de fonds, soit qui bossent dans les aides financières, donc tout ce qui est prêts, subventions, qui balancent de temps en temps les listes de business angel. Donc, faut être un peu au taquet là-dessus. Trop bien. Et voilà. Et après, machin parle à machin qui parle à machin. Ça marche aussi comme ça. Hein. Une fois que tu commences, moi, j'ai l'impression que là, tout Paris est au courant que je lève des fonds. Parce drôle. Que des fois, j'ai des appels, on me dit, mais oui, il y a machin qui m'en a parlé. Je suis là, ah bon, c'est ouf. D'accord, mais j'ai pas parlé à cette personne, mais très bien. Mais ça va vite, en fait. Ouais, c'est un petit milieu comme tous les milieux. Il n'y a pas tant de gens que ça. Donc, tu fais vite le tour. Est-ce que tu as fait un email à Xavier Niel ? Oui. Ah. Tout à fait. Et il fait partie de mes investisseurs. Ouais. C'est un truc de fou. Tu sais que j'ai reçu Sixtine Moulet-Berthaud au micro, là. Elle a investi chez nous. Sixtine a investi chez nous. C'est pas vrai ? Si. Parce qu'en fait, donc elle m'a fait halluciner pendant le podcast. Elle raconte qu'elle a envoyé un email à Xavier Niel et je sais pas, quelques jours après, c'était good, quoi. Ouais, alors en fait, Xavier Niel, il reçoit 50 projets par jour. Il dit oui à 2 projets par semaine. Et il répond en moyenne à 5 minutes à ses mails. C'est assez fou. Je sais pas comment il fait. Mais c'est lui qui répond. T'es sûr que c'est lui qui répond à ses mails ? C'est lui qui répond. Et d'ailleurs, moi, j'étais d'abord passée par Jean de La Roche-Brochard qui gère son fonds. Tout à fait. Qui lui m'avait dit super le projet, mais reviens quand elle est lancée l'application. On veut des chiffres. Je suis là, ok, tant pis. Et en fait, je me suis dit, non, vas-y, je m'en fous. Je vais écrire quand même directement à Xavier Niel et je lui ai fait un mail très personnalisé, un peu comme à Marion. Tu m'enverras, s'il te plaît, des screens des mails que t'envoies aux gens. Non, mais sérieusement, je veux voir quelle plume tu utilises. Ouais, carrément. Il faudrait que je retrouve celui de Marion, mais celui de Marion et de Xavier. Ah ouais, franchement, ouais. Mais voilà, et du coup, je lui ai répondu et vraiment, je me rappelle, j'étais aux toilettes et j'entends la notif de mail et ça faisait 5 minutes. J'étais là, mais ça peut pas être lui. C'est pas possible. Et quand même, je cours, tu sais, je venais à peine de finir aux toilettes, je cours en mode, attends, je suis quand même excitée un petit peu.
Et là, je vois que c'est lui et qui me dit OK pour mettre tant. J'étais là, what? Et là, c'est ouf, quoi. Et là, j'ai envoyé la capture à tous mes potes en mode putain. C'est ouf. Ouais. Et t'as un ticket d'entrée? J'ai un ticket d'entrée de 5K. Donc, c'est pas non plus. C'est vrai que tu vois, tu me dis, ouais, Sixtine a investi dans ta boîte. Je trouve ça génial, effectivement, de se dire qu'aujourd'hui, on peut aussi investir dans d'autres boîtes. Ouais. En fait, c'est super. Ah bah clairement. Moi, dès que j'ai un peu d'argent pour le faire et que je suis pas à 100%, que l'argent que j'ai ne va pas dans ma boîte, je le ferai. D'investir dans des projets de meufs, je trouve ça génial, quoi. Complètement. Et en vrai, tu peux vraiment gagner de l'argent en plus, quoi. Absolument. C'est carrément un vrai investissement. Ouais. Et aujourd'hui, on sait à quel point c'est important de placer son fric un peu dans des endroits stratégiques. Et pas forcément dans les banques, hein, c'est pas forcément ça qui nous rapporte le plus, pas du tout. Clairement, ouais. Donc hyper intéressant. Et les femmes ont besoin qu'on investisse dans leurs projets. Donc, carrément. Ça devrait être vachement plus commun. Ouais. En fait, c'est vachement tabou ce truc de levée de fonds. C'est hyper mystique, tu sais. Rendons le truc. Tu vois, il y a un autre projet à créer, Claire. On est d'accord. Bah, vas-y. Je t'en prie. Mais oui, je suis d'accord. Il y a un truc, quoi. J'ai rencontré une fille qui s'appelle RL Tassin, je sais pas si tu vois, qui a créé. C'est une application qui va sortir là, MyPhoenix, ça s'appelle. Et c'est une application qui à la fois te fait de l'éducation sur l'investissement. Justement, tu as 1 minute par jour de vidéo. Trop bien. Et tu peux investir aussi dans des projets de femmes. C'est du crowd equity du coup dans des projets de femmes. Ok. Donc c'est assez chouette qu'il y ait des initiatives comme ça. Complètement. Hyper nécessaire. Trop bien. Tout à l'heure, je te disais, tout ce que tu touches se transforme en or. Tu m'as dit non, t'inquiète, je fais de la merde. Est-ce qu'on peut finir là-dessus un petit peu? Après, j'aurais 3 questions à te poser qui sont les questions rituelles du podcast de fin. C'est quoi les plus gros échecs? Question bateau, hein, tout le monde me demande ça maintenant, mais c'est tellement cool de connaître aussi les échecs d'un entrepreneur. Ça a été quoi tes plus gros échecs? Plus gros échec, je pense qu'avec Meuf, c'était le pop-up. Alors, c'était aussi à cause des choses extérieures, mais on a fait 2 pop-up avec Meuf. Le premier, c'était pendant les Gilets jaunes. Et du coup, on a dû fermer à plein de reprises. Et ça a été une énorme perte d'argent. Et ça a été très, très compliqué. Et en fait, tu vois, je trouve que j'ai pas assez retenu de mon erreur. Parce qu'on a voulu en refaire. Parce qu'en fait, c'est génial. Un pop-up, quand t'as une marque, c'est génial. Surtout quand t'es une marque digitale, t'es là, trop bien, je vais rencontrer mes clientes. C'est trop génial. Cool. Sauf que ça coûte très, très cher de faire un pop-up. Et tu le fais pas pour l'argent. Tu le fais parce que c'est de la com et t'es content si t'es rentable et que tu vends autant que ce que ça t'a coûté, parce que ça coûte cher en location, mais aussi en événementiel. Tout à fait. De toute façon, l'événementiel, ça coûte un bras. Voilà, c'est ça. L'événementiel, c'est pas fait pour gagner de l'argent, c'est fait pour parler de ta marque, pour parler de toi. Et si t'es rentable, t'es content. Quand t'es en autofinancement, t'es un peu obligé d'être rentable. Donc, nous, on n'avait pas trop le choix. Et voilà. Mais donc, le deuxième pop-up, on a voulu voir encore plus grand. On a dépensé, on avait pris un loyer à 30 000 balles, qui était à 90 000. Hein, j'avais bien négocié quand même. Attends, mais t'avais vraiment bien négocié. Ouais, alors moi j'adore négocier. C'est ma passion, négocier bien comme il faut. Mais ouais, 90 000 à 30 000, j'avais bien négocié. Mais le lieu devait être ouf. Le lieu était ouf. Pour combien de temps? C'était 1 mois. Oui, parce que 30 000 pour un mois. 3 semaines. Ok. 3 semaines. Et là, il y a eu les grèves des transports. Donc, personne, en fait. Mais vraiment, littéralement, personne. Donc, t'as un pop-up vide et tu perds de l'argent. Et ça a failli j'ai failli déposer le bilan à cause de ça, quoi. Ah là là. Donc, ouais. Et là, je m'en suis voulu parce que j'ai eu l'impression de ne pas avoir bien retenu la leçon, tu vois, de me dire, mais attends, mais t'en avais fait un l'an dernier, c'était un peu chaud. T'avais bien vu qu'il y a des événements extérieurs qui peuvent jouer. Mais c'est juste que quand tu te dis t'as les gilets jaunes, tu te dis bon, l'année d'après, ça ira. Oui, il va rien se passer. Et l'année d'après encore, il y avait le Covid, tu vois. Donc heureusement, on n'avait pas lancé de pop-up cette année-là parce que putain. Et point, juste pour rebondir sur ce que tu dis, point hyper intéressant, c'est que quand tu connais un échec, déjà, c'est pas grave, c'est OK, c'est normal, c'est partie du process, c'est bien, ça fait partie de tes forces après de ton storytelling, de plein de choses, et t'apprends. Et par contre, c'est hyper important ce que tu dis, c'est de comprendre, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a foiré? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire mieux la prochaine fois? Qu'est-ce que je peux éviter de faire? Est-ce que je dois le refaire ou pas? De se poser les bonnes questions pour éviter de reproduire le même échec. Donc, je voulais juste rebondir là-dessus. Complètement. Hyper intéressant. C'était trop cool. Comme d'hab, à chaque fois que je passe du temps, donc 1 heure avec mes invités, je pourrais continuer la discussion, clairement. Mais du coup, l'interview touche à sa fin. On a 3 petites questions rituelles dans le podcast. On pose toujours les mêmes. Quel était ton rêve de petite fille, Claire? Alors, mon rêve de petite fille, il y en avait 2. Je me rappelle très bien. Je voulais écrire et changer le monde. C'était très, très simple. C'est beau. Mais très ambitieux. Extrêmement ambitieux, absolument. Ouais. Est-ce que tu as un mantra qui te guide dans la vie?
y a une phrase que j'aime bien, qui est de Sénèque. Je me rappelle plus exactement ce que c'est, mais c'est le truc de la pluie et l'orage, là. Ah, non, c'est pas celle-là que j'avais en tête. C'est apprendre à danser sous la pluie. Vraiment, je la dis très, très mal. Mais je l'adore, cette phrase. En tout cas, moi, elle s'applique bien à ma vie. Et c'est quelque chose que j'ai dû beaucoup faire, de foncer malgré l'orage, quoi. Bien sûr. Naviguer malgré la tempête. C'est ça. Rien à voir avec Simon Sénèque, mais... Ouais, mais ça marche. Voilà, ça marche aussi. Sandra Verger. C'est ça, exactement. Ça veut dire quoi pour toi, être la locomotive de sa vie ? Être la locomotive de sa vie, c'est être la personne qui décide, en fait, être décidée de ce que tu veux faire. Et je pense que c'est ne pas se contenter de ce qu'on te dit que tu peux faire et du cadre dans lequel on te met. Surtout quand tu as fait des études, on te dit ton chemin, il est là et tu peux aller ni à gauche ni à droite. Et pour moi, c'est vraiment écouter, en fait, t'écouter profondément, écouter qui tu es, qui tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie de faire et qu'est-ce que tu as envie d'offrir à ce monde. Parce que je pense qu'on a tous une mission et quelque chose pour lequel on est bon et qu'on a à apporter au monde. Totalement d'accord. Et être la locomotive de sa vie, c'est écouter ça et mettre ça en application, parce que en fait, le monde, il peut que être meilleur si tout le monde s'écoute et si tout le monde est aligné, en fait, avec lui-même. Complètement. Parfait. Ma chère Claire, il y a un dernier rituel, c'est que les invités, c'est eux qui terminent en regardant la caméra. Celle-là ou celle-là ? C'est celle-là qui est là. Okay. Ouais, on la voit à peine. Mais du coup, je te laisse mettre fin à cette interview de la manière dont tu le souhaites, sachant qu'on s'adresse aussi aux auditeurs, à ceux qui sont sur YouTube. Du coup, je te laisse un petit peu terminer comme tu l'as envie. Eh écoute, j'avais pas prévu cette question. Non, mais c'est bien. Mais j'invite toutes les meufs qui nous regardent à nous rejoindre sur l'application si vous avez envie de faire partie de ce grand mouvement. On espère vraiment pouvoir changer beaucoup de choses dans la société, pouvoir donner beaucoup de force aux femmes et qu'ensemble on puisse vraiment changer plein de choses dans ce monde. Donc voilà, écoutez, et puis si vous avez envie de suivre les aventures, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et voilà. Yes, et puis abonnez-vous à la chaîne Les Locomotives, bien évidemment. Oui. Regardez les épisodes sur YouTube si vous voulez. Et sinon, tous les mardis, on se retrouve comme d'habitude sur le podcast des Locomotives. Salut ma chère Claire. Merci beaucoup. Merci à toi.